Donc moi, je vais me présenter, mais en 2 secondes. Je bosse pour Sensiolabs. En fait, je bosse beaucoup plus pour Symfony aujourd'hui et à m'occuper que des sujets Symfony. Et vous savez peut-être aussi qu'avant, je m'occupais beaucoup et essentiellement de Blackfire, qui est ce profiler. Je continue à m'en occuper, mais maintenant j'ai réorienté, et avec Fabien, on a réorienté mes activités sur vraiment Symfony. Symfony, la partie open source, mais surtout Symfony, la partie business, les conférences, plein de business qu'on a envie de monter autour de Symfony pour faire générer de l'activité économique directement à cette open source. Symfony, enfin Fabien vous en a parlé tout à la fin de sa keynote, c'est un des petits trucs qu'on aimerait bien mettre en place pour essayer de faire quelque chose d'économiquement viable et rentable directement sur Symfony. Voilà, vous avez mon Twitter là-haut, vous avez le Joined In, j'ai mis mon petit numéro de conférence, mais surtout n'hésitez pas et allez commenter toutes les conférences. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait hier soir et hier toute la journée en réalité, ça fait super plaisir aux conférenciers. C'est parti. Alors, le moteur PHP, c'est quelque chose qui a un peu d'âge. La première version, elle date de 1995. Et c'est quelque chose qui a eu de l'attention pendant des années. Aujourd'hui, on a la version 7.2, qui est notre version stable. Surtout, il y a 2 ans, je ne vais pas vous raconter depuis le début, mais on va se concentrer sur le quotidien, aujourd'hui, le présent. Il y a 2 ans, il y a la version 7 qui est sortie, qui a changé totalement la donne, ou qui a permis à PHP de continuer à avoir un avenir. Sinon, je pense qu'on aurait tous planté PHP, ou arrêté d'en faire. La version 7 a apporté un gain de performance colossal, qui permet de le maintenir à flot, et qui permet même d'en faire la technologie de prédilection pour construire des applications web aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 870 000 lignes de code en C, open source, et ce code, il a un leadership distribué. Il n'y a pas un gars qui est le leader comme dans d'autres technos. Il y a Rasmus, vous connaissez tous Rasmus, mais Rasmus, en termes de leadership, il a juste passé le relais, il fait plein de trucs dans sa vie, mais il ne fait pas le code C de PHP aujourd'hui. C'est d'autres gars qui sont dans la core team PHP, internals@php.net, qui ça va être le nom de la liste de diffusion. Et tous ces gens-là discutent en permanence. Il y a une liste de diffusion sur laquelle vous pouvez contribuer, vous pouvez donner vos idées, vos avis, et les gens vont ensuite éventuellement en débattre. Voilà, il n'y a personne qui a la main mise là-dessus. Nous, Symfony et toutes les autres technologies PHP, on est un peu symbiote de PHP. Ils ne s'occupent pas de nous, on ne s'occupe pas directement d'eux, mais on dialogue. Quand je dis on, c'est la core team PHP, la core team Symfony, et puis tous les autres projets PHP. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc le moteur PHP 7, j'ai mis 2 blogs ici. Le blog de Julien Poli, qui est dans la salle, je ne sais pas si tu es là, Julien. Oui, il ne s'est pas réveillé. Et le blog de Nikita Popov. Alors je bosse avec Julien, parce que c'est lui qui fait la partie en C de Blackfire. Et donc j'ai l'opportunité tous les jours de l'embêter et de lui dire hey, mais si je fais ça en PHP, est-ce que ça va aller plus vite que si je fais ça? Et je le challenge, il me répond. Et puis des fois, il va voir dans le code et il m'explique que oui, effectivement, ce sera plus rapide de faire telle ou telle variante du code. Donc ça, c'est super, c'est comme ça aussi que j'ai appris beaucoup de choses. Et il a un blog sur lequel il explique aussi beaucoup de choses. Des fois, je ferais mieux d'aller le lire, vous aussi peut-être. Nikita, c'est pareil. Nikita, c'est le top niveau dans les contributeurs PHP. Et il a un rig de blog sur lequel il a écrit des choses qui expliquent comment la machine virtuelle PHP fonctionne en interne, comment la mémoire est gérée, enfin des trucs que je ne comprends pas, mais qu'on peut quand même survoler, on peut peut-être en tirer quelques idées. Voilà, c'est les 2 seules sources d'inspiration aujourd'hui. Et je pense que tout ce que je vais vous raconter peut découler de la lecture de ces articles et de ces blogs. Alors, on va raconter quelque chose. Je vais commencer par vous rappeler le cycle d'exécution de PHP. Donc PHP, typiquement, vous utilisez PHP FPM, et si vous utilisez PHP-S, c'est pareil, ça fonctionne de la même façon, à part qu'il n'y a pas plusieurs process, il n'y en a qu'un. PHP, il y a un master process qui attend les requêtes que votre serveur web va lui passer en mode démon. Et ce master process, il gère d'autres process PHP. Donc, des process résidents qui attendent de recevoir des requêtes PHP par le master. Le master, il va en gérer une dizaine, il va en gérer 50, ça vous pouvez le gérer dans votre configuration. Et chaque process va être l'unité d'exécution d'un script PHP, de votre front controller. Donc typiquement, le index.php en Symfony 4,
Chaque process va gérer un index.php, et puis évidemment tout ce qui est à l'intérieur. Et puis quand il aura fini, le master, il va réutiliser le même process éventuellement pour passer la deuxième requête au même process. Ça, c'est quand le process est de nouveau disponible. Et puis, il va aussi gérer le parallélisme pour que quand un process est occupé à gérer le index.php de la première requête et qu'il y a une deuxième requête qui arrive en même temps, et ben, il passe au deuxième process qui, lui, attend aussi. De cette façon-là, on a un modèle d'exécution qui est parallèle, plusieurs process qui attendent et qui gèrent les choses, et synchrone, parce que chacun des process gère une requête ou une exécution de script à la fois. Numéro 1, numéro 2, voilà. Ça pose une difficulté, c'est l'isolation au sein d'un même process. Si maintenant on se concentre sur juste une ligne, ça pose le problème de l'isolation de la mémoire. Parce qu'en PHP, on démarre une requête, on exécute un script, et on efface toute la mémoire. Et on recommence au coup d'après. Au sein du process PHP, il y a un memory manager, nécessairement. Et le memory manager, c'est PHP qui entretient un index, un référentiel de toutes les zones mémoire occupées pour un script, et à la fin, il va buter toutes les zones mémoire pour que le prochain script soit libre. Il peut y avoir des petites difficultés, des memory leaks et des trucs comme ça, mais à chaque fois, c'est des bugs dans PHP. Le master, lui, il y a quand même une possibilité que vous sachiez, c'est qu'on peut dire à chaque child, on peut dire à chaque sous-process, de n'exécuter maximum que 100 scripts, et puis à la fin, on le tue et on en redémarre un nouveau. Parce que ça permet de gérer les mêmes leaks et d'avoir quelque chose qui est toujours stable et qui marchera toujours. Si je vous raconte ça, c'est pas pour nécessairement vous faire un cours sur ça, mais c'est que ça a des conséquences directes sur les caractéristiques de performance en PHP. Si on démarre un script avec rien, ce qui est le cas à chaque fois qu'on démarre un nouveau script, alors en termes de performance, il va falloir rebootstrapper un environnement à chaque requête. D'accord? Donc, ça peut être plus lent. Et vous savez que PHP, à ce niveau-là, il a un désavantage de performance si on regarde un process à la fois. Évidemment, le parallélisme va faire que en fait, ça va bien se passer. Mais si on regarde un process à la fois, il faut le démarrer, et puis ensuite, il peut faire notre truc. Quand je dis démarrer, ça veut dire charger les classes de Symfony, par exemple, démarrer le conteneur, qui est une classe qui attend qu'on lui demande des choses, d'instancier nos services, et puis en fait, 100% du code, c'est ça. Pour généraliser un peu, ça veut dire qu'il y a deux grandes stratégies pour aller plus vite en PHP. La première, c'est de rien faire. Moins vous en faites, plus ça va aller vite. Donc ça, c'est la laziness. D'accord? Donc, si vous chargez du code ou vous exécutez du code qui ne sert à rien, vous avez perdu du temps, et si vous ne le faites pas, vous avez gagné du temps. Bam. Il y a un mécanisme essentiel dans PHP qui est construit autour de cette idée de laziness, c'est l'autoloader. C'est super simple, c'est lui qui va charger vos classes, et c'est lui qui ne va les charger que quand il y en a effectivement besoin. De cette façon-là, on n'a pas besoin de charger la totalité de la base de code et toutes les classes .php dans votre dossier vendor et compagnie, ce que vont faire d'autres technologies, hein, évidemment. Vous savez qu'il y a d'autres technos qui chargent tout en mémoire et qui sont prêtes à attendre les requêtes. Ici, on part de rien. Et l'autoloader, lui, il va faire le boulot d'aller charger nos classes. Donc typiquement, l'autoloader, ça s'enregistre avec cette méthode. C'est Composer qui le fait pour vous, donc vous vous en souciez pas. Et là, c'est un petit exemple, voilà, SPL autoload call, qui est l'appel virtuel qui est fait en interne à chaque fois que l'autoloader est appelé. Donc vous voyez, évidemment, il y a beaucoup d'appelants. Toutes les petites flèches en haut, c'est qui appelle l'autoloader. Donc là, dans mon exemple, j'ai 258 classes, visiblement, qui sont chargées par plein d'endroits dans le code. La laziness, je n'ai pas beaucoup plus de stratégies à vous donner du point de vue du moteur PHP. Par contre, c'est à vous, et vous pouvez la mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est à vous, ensuite, dans votre code, de faire attention à l'écrire de telle sorte que vous n'allez pas charger tout pour rien. Donc le conteneur Symfony va faire ça, c'est-à-dire qu'évidemment, les services ne seront instanciés que quand il y en a besoin. Et pourquoi ça? Typiquement, en stratégie de performance liée à la laziness, liée au fait de ne rien faire quand il n'y en a pas vraiment besoin. La deuxième grande stratégie, et c'est les deux seules en réalité, c'est de mettre en cache ce dont vous aurez besoin au coup d'après, pour la deuxième requête. Donc, vous allez mettre en cache les choses qui sont idempotentes, immutable, je suis désolé, j'utilise des mots comme ça en anglais, mais je n'ai pas la traduction, c'est pas grave. C'est à une requête, vous allez charger la première
un cache, donc de la mémoire, et puis à la deuxième requête, vous allez juste lire cette mémoire pour accéder à un état que vous aurez calculé et que vous n'aurez pas besoin de recalculer. Je vais vous parler aujourd'hui beaucoup du cache et essentiellement des caches que PHP lui-même va gérer. Vous pouvez aussi gérer du cache applicatif. Il y a un composant cache dans Symfony. Il y a plein de, c'est une stratégie très commune aussi dans le domaine applicatif. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, ayez en tête qu'évidemment, le cache, c'est la stratégie de performance qui marche bien aussi dans cet univers-là. En PHP, sur ce modèle d'exécution requête-réponse, on a besoin, le moteur PHP a besoin, pour sa performance, de zones mémoire, d'endroits où mettre en cache ce dont il aura besoin pour les requêtes suivantes. Il y a deux zones mémoire qui fonctionnent. Il y en a une, tout en haut, c'est la mémoire partagée gérée par l'OS. Les noyaux, le noyau Linux par exemple, et tous les autres noyaux en réalité, permettent de dire ou d'allouer une zone mémoire et de permettre à plusieurs process d'accéder à cette zone mémoire pour y faire des choses. Et donc de cette façon-là, tous les process ont un tableau blanc sur lequel ils écrivent des trucs qu'ils veulent retrouver plus tard. D'accord? Ça, c'est la mémoire partagée. Et puis il y a un autre espace mémoire qui est le process. Au sein d'un process, parmi tous les process, le process, c'est un truc qui dure en mémoire. C'est un truc qui dure. Même s'il gère un truc à la fois et qu'il y a le memory manager qui isole un script à la fois les uns à la suite des autres, lui, le process, il est stable pendant la durée d'exécution. Et donc lui aussi, il a de la mémoire, et lui aussi, il peut le gérer de façon beaucoup plus classique. Ce n'est pas de la mémoire partagée au sens OS, c'est de la mémoire résidente du process. Donc PHP va utiliser les deux zones mémoire en fonction des choses qu'il a à mettre. Celle d'en bas est un peu plus évanescente, puisque je vous ai dit que les process, au bout de 100 requêtes, par exemple, ils sont tués. Mais c'est bien suffisant pour plein de stratégies de cache. Alors PHP, qu'est-ce qu'il va mettre en cache? Il va mettre en cache des choses très basiques. Le real path, il y a une fonction real path qui permet de résoudre des chemins, de résoudre les liens symboliques dans le système de fichiers. Ça, c'est quelque chose qui est lent si on le fait beaucoup. Et donc PHP, il met ça en cache. Il met ça en cache du process, aujourd'hui en tout cas. Il y a tous les appels au file system du style la date de modification d'un fichier, du style le type de fichier, du style voilà, toutes les statistiques, tout ce qui est lié à fstat dans le noyau. Ça, il y a un cache aussi que PHP va entretenir et que vous pouvez vider avec cette fonction. C'est comme ça qu'on sait qu'il existe, clear stat cache. Ensuite, il y a un autre cache qui est le cache des expressions régulières compilées. Donc les expressions régulières, vous les utilisez tous les jours, c'est une chaîne de caractères, vous l'écrivez, vous pouvez la lire, c'est pas forcément, c'est un peu cryptique parfois, mais voilà, c'est fait quand même pour les humains. La machine, si on lui donne la string, elle a besoin de parser cette expression régulière pour en faire quelque chose et transformer ça en bytecode ou même en just-in-time pour le moteur d'exécution d'interprétation de la regex. Et parser une regex, ça prend du temps. Donc PHP, pour aller vite, il crée un index en disant telle chaîne de caractères expression régulière égale telle version compilée de ça. On n'a pas la main sur le moteur, sur le cache et la taille mémoire que peut occuper le cache d'expression régulière, mais on a la main via PHP-ini sur les autres caches. Les real path cache, vous pouvez le configurer. Et là, je vous en ai mis deux, mais il y a aussi OP-cache. Et OP-cache, c'est le sujet des slides d'après. Donc, vous en avez sûrement entendu parler de ce mot-là. Je vais vous expliquer ce que c'est maintenant. Alors, OP-cache. Comment fonctionne maintenant? Vous avez un script à lancer, et ce script, c'est index.php, le même que tout à l'heure. Il faut l'exécuter. Donc, quelles sont les grandes étapes d'exécution d'un script? On a un code source, on le lex, on le parse. On le lex, ça veut dire qu'on le découpe en plein de petits morceaux qui sont tous les tokens. Et puis on le parse, ça veut dire qu'on interprète les tokens et on identifie les structures grammaticales dans le langage. À partir de ces deux étapes, on crée un objet en mémoire qui est un arbre syntaxique, donc un AST, Abstract Syntax Tree. Cette chose-là représente le code source de façon technique en mémoire et voilà, grammaticalement vérifiée. L'AST, c'est quelque chose qui n'existait pas en PHP 5. En PHP 5, on passait directement, le parsing générait l'étape d'après, qui sont les opcodes, dont je vais parler après, et en PHP 7, ils ont rajouté cet AST qui permet une étape intermédiaire qui n'existait pas avant, qui est la phase de compilation-optimisation, pour générer des opcodes. Les opcodes, c'est quoi? Les opcodes, c'est des instructions pour une machine virtuelle qui est PHP. PHP est la machine virtuelle de PHP. Et les opcodes, c'est des instructions.
comme si on avait un CPU virtuel et qu'on lui parlait en assembleur, c'est l'assembleur de la machine virtuelle, si vous voulez. Et donc, c'est des choses qui, en mémoire, représentent l'intention de votre code écrit sous forme de source code au début. Ces opcodes, ensuite, on les donne à la machine virtuelle, qui les déroule, et donc qui exécute le script et qui produit le résultat demandé par le script. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au point d'avant? Si on raisonne maintenant à chercher la zone qui ne va pas changer d'une requête à une autre, jusqu'à la phase d'opcode, pour un fichier donné, quand le fichier ne change pas, les opcodes seront toujours les mêmes. Donc ça veut dire que le résultat, on peut le mettre en mémoire partagée. Et ça, c'est OPCache qui le fait. Donc OPCache, toute l'étape en rouge d'exécution, il va s'arranger pour que ça n'arrive qu'une seule fois, la première fois que vous chargez le fichier, et puis ensuite il le met en mémoire partagée, et comme ça tous les process y ont accès, et tous les process peuvent aller vite, parce que tout ce qu'il y a avant, il n'y en a plus besoin. Maintenant, comme on a OPCache, et OPCache il fait partie intégrante de PHP 7, vous pouvez le désactiver, c'est une très mauvaise idée. OPCache il fait partie de PHP 7, c'était encore une fois pas le cas en PHP 5, donc c'est une nouveauté. On va pouvoir dire, bon, puisqu'on a un système de cache performant, on va passer un peu plus de temps à la compilation. Avant, il fallait que ça aille vite. Maintenant, on va pouvoir passer un peu plus de temps à optimiser toutes nos datastructures et se dire, ce code source qui décrit notre programme, on va lui faire des choses avant de le mettre en cache. Et les choses qu'on va lui faire, j'en ai deux exemples ici, qui sont les deux exemples, les deux choses essentielles en fait. C'est qu'on va exécuter au maximum tout ce qu'on peut au temps de la compilation. Par exemple, c'est trivial, mais la concaténation de chaînes de caractères, vous avez deux chaînes statiques, vous les écrivez de cette façon-là dans votre code, PHP, il va en faire une seule chaîne à la compilation. Ce n'était pas le cas. Ça n'est pas le cas en PHP 5. En PHP 5, alors si, en 5.6 c'est le cas, mais avant, ça n'était pas le cas en PHP 5. Le moteur de parsing générait un opcode qui générait la première chaîne, un autre la deuxième chaîne, et un opcode pour dire maintenant tu me les concatènes. Donc évidemment, ça prenait du temps, c'est du temps perdu. Donc PHP 7 va prendre un peu du temps pour générer ce genre de choses. Sur des choses statiques, ça n'a pas d'importance, mais vous allez comprendre juste après que, en fait, on va s'en servir. L'autre chose qu'il va faire, PHP et OPCache, c'est qu'il va supprimer tous les embranchements et toutes les zones de code qui ne peuvent pas être exécutées. If, false, tout ce qu'il y a dans le false, poubelle. Ça ne sert à rien de passer du temps sur ce qu'il y a dedans, mais surtout, ça ne sert à rien de mettre le code, donc les opcodes générés pour ce if, de les mettre en mémoire partagée, c'est de la mémoire occupée pour rien. Et surtout, le if, l'exécuter, on connaît son résultat. Donc, on va juste supprimer ces branches, et on va faire ça évidemment partout. Il y a plein de petits endroits où ça peut arriver. Deux autres choses tout à fait nouvelles aussi, en tout cas depuis 2 ans, ce sont les chaînes de caractères et les tableaux immutables, les tableaux statiques. Les chaînes de caractères, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en mémoire partagée. Si vous avez cette chaîne foobar, qu'elle est écrite dans le code source, vous pouvez la mettre en mémoire partagée et tous les process, au lieu d'avoir à copier finalement cette chaîne de caractères en local, si vous avez 100 process, ça fait 100 copies de la chaîne de caractères, il va être beaucoup plus performant de le mettre en mémoire partagée et ensuite de permettre à chacun des 100 process d'avoir juste une référence à cette string en mémoire partagée et donc d'éviter la copie mémoire. Non seulement on va éviter la copie mémoire sur la chaîne de caractères, mais en plus les chaînes de caractères, on va tout de suite à la compilation connaître leur longueur et mettre ça dans la mémoire partagée aussi. Donc quand on va faire un strlen sur cette chaîne, la réponse est 6, elle sera déjà en mémoire, il n'y aura rien d'autre à faire. Et la deuxième petite chose qu'on fait avec les chaînes de caractères, c'est qu'on les met dans des clés de tableau. Et pour les mettre dans des clés de tableau, on utilise PHP, utilise des hashmaps. Et les hashmaps, c'est quelque chose qui fonctionne avec un hash. Et le hash, ça se calcule. C'est un algo qui consiste à passer sur tous les octets d'une chaîne de caractères et à en générer un numéro, qui sera notre numéro d'index dans nos tableaux en interne. Les hash aussi, on va les calculer. On va les calculer à la compilation, et donc on n'aura plus de hash à calculer à l'exécution. Pour les tableaux, c'est un peu pareil. Si vous avez un tableau comme celui-ci, on peut le mettre en mémoire partagée, et puis tous les process peuvent juste pointer sur le tableau qui est en mémoire partagée, et ne pas avoir du tout à copier ce tableau en mémoire locale. On va aussi mettre la longueur du tableau, comme ça si vous faites un count sur un tableau de ce style-là, la réponse ça sera déjà connue, et du coup PHP pourra ensuite faire aller beaucoup plus vite.
Voilà, c'est parti. Voilà d'autres choses qui arrivent dans des pools séparés en mémoire partagée. On va aussi utiliser ça. Alors, les exemples que je vous ai montrés, c'est des exemples statiques. Ça veut dire que vous avez vu ces deux chaînes, ça sert à rien, pourquoi je fais ça, c'est vraiment marginal. En fait, ça marche aussi avec les constantes. C'est-à-dire que si vous écrivez un code qui dit if php-sapi égale cli, vous faites un embranchement dans le code qui va être exécuté que si vous faites tourner le script en cli, en command line. Et ça, évidemment, c'est dynamique. Ça dépend, dynamique au sens où ça dépend de l'endroit où vous exécutez. Moi, je l'exécute sur mon FPM, bah, ça sera false, etc. Sauf que, comme le contexte est connu que à la compilation, PHP, il va voir ça, il dit à gauche, à droite, je connais la valeur, je résous ça, ça fait false ou ça fait true. Ensuite, on branche ça avec le dead code élimination. If false, boum, tout un bout de code qui dégage. Donc vous voyez, ça, dans Symfony, on en a plein. Parce que if PHP version ID supérieure à 7, alors telle branche, else, telle branche. De cette façon-là, on sait que tous ces if de version, tous ces checks de version qu'on a dans Symfony, bah, ils sont gratuits. Voilà. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont gratuites, c'est count. Pour certaines fonctions, j'ai la liste après, pour certaines fonctions, PHP peut faire l'exécution à la compilation. Count en fait partie. Donc si vous faites count d'un tableau statique, ça veut dire 1, et ça, il le sait à la compilation, il n'y a rien à exécuter, c'est gratuit. Évidemment, pour count et pour les constantes, si vous avez un namespace, à cause des règles de résolution de namespace en PHP qui consistent à regarder si count ou PHP-SAPI existent d'abord dans le namespace courant, et si ce n'est pas le cas, alors il va chercher dans le namespace global, alors évidemment, à la compilation, si on est dans ce cas-là, il ne saura pas que c'est le vrai count, il ne saura pas que c'est le vrai PHP-SAPI, et la façon d'activer la compilation, l'évaluation à la compilation, c'est de bien mettre le backslash devant pour bien dire c'est le count, le vrai, celui qui est dans le root namespace. Et pareil pour PHP-SAPI. Donc voilà, d'où le backslash que vous allez voir apparaître dans le code source de Symfony à certains endroits clés qui vont permettre d'exécuter count à la compilation. Ça, c'est le compile time évaluation, ça marche sur des données qui ne changent pas, parce que vous voyez, toutes ces valeurs-là, elles sont connues à la compilation. Il faut savoir que le backslash, je vais faire une petite parenthèse sur le backslash, c'est quelque chose qui aussi, pour les mêmes fonctions, génère de l'inlining d'opcode. Ça veut dire que si vous avez, alors là c'est une autre fonction qui va être optimisée par PHP, si vous avez isArray dans un namespace, ce isArray, il va générer des opcodes qui vont être ceux-là sans le backslash. Et si vous regardez ces opcodes-là, c'est leur petit nom, c'est des appels de fonction. Ça consiste à dire appelle la fonction isArray. Appeler une fonction, c'est quelque chose qui, c'est pas l'instruction la plus rapide en PHP. Il faut créer une stack, il faut incrémenter la stack trace, mettre des choses dedans, rajouter des arguments, pointer, etc., revenir et réaffecter la valeur de retour, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Cet appel-là, si vous mettez un backslash dedans, vous êtes dans un namespace, PHP va faire un truc génial, c'est qu'il va juste inliner un opcode à la place. Il va supprimer l'appel de fonction et il va remplacer ça par un type check. Type check, c'est une instruction très rapide, beaucoup plus qu'un appel de fonction. Et donc, ça veut dire que le check isArray, il coûte rien, il est gratuit. Il y a une autre fonction, donc il y a count aussi. Count, je vous ai dit, il fait partie des fonctions qui sont dans cette liste. Count, si vous faites count de quelque chose, vous pouvez le mettre dans une boucle for. Vous savez, les boucles for, par exemple, ou dans la condition d'un while, on dit while count de quelque chose, alors tu continues. Et vous allez voir des gens qui vont dire « Ah, on va sortir le count à l'extérieur du while parce que, comme la valeur ne change pas d'une itération à une autre, ça va être plus rapide de sortir le count à l'extérieur. » C'est plus vrai en PHP 7, c'est plus vrai en PHP 7 parce qu'en fait, c'est la même, en termes de performance, c'est la même chose que de lire le count sur un tableau, vous savez, c'est déjà en mémoire, que d'aller accéder à la variable. C'est pareil. Il n'y a pas de différence en termes de performance, vous ne mesurerez pas de différence, donc ça veut dire que vous avez le droit de mettre des counts dans les for, à condition de mettre le backslash. La liste des fonctions, elle est là. Il y a un lien, je vous laisserai regarder. Je ne vais pas continuer longtemps là-dessus. En pratique, ça veut dire que dans Symfony, on a fait des pull requests de ce style-là. Ici, on a une fonction qui est une fonction utilisée dans la compilation du conteneur. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on met un backslash devant le isArray et tout d'un coup, on remplace un appel de fonction par un opcode et on obtient des temps d'amélioration significatifs pour parcourir, en l'occurrence, le container builder pendant la compilation du conteneur. Voilà. Effet direct de ce que je vous ai raconté, et c'est des choses qu'on fait dans Symfony, encore une fois. Vous avez le lien vers la pull request. Là, c'est le moment de vous dire, attention,
Je ne suis pas en train de vous dire de mettre des backslash partout. Alors, les backslash n'ont d'intérêt que dans le cas où on est dans cette liste de fonctions restreintes, où on sait qu'on va avoir de l'inlining d'opcode à la place d'un appel de fonction. Parce que là, il y aura une différence de performance significative. Maintenant, pour toutes les autres fonctions, si vous faites le test et vous faites une boucle while un million de fois et vous appelez une fonction n'importe laquelle parmi autre chose que ce qu'il y a dans la liste, vous verrez que vous ne mesurez pas de différence de performance. Pourquoi? Parce que l'algo dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est de dire « Ah, ma fonction, elle est peut-être dans le namespace, ma fonction substr, voilà. Ma fonction substr, elle est peut-être dans le namespace app. Ah non, elle n'y est pas, donc elle est en dessous. » Ce truc-là n'arrive qu'une seule fois. Il arrive la toute première fois où vous avez besoin d'exécuter ce substr dans ce contexte à cette ligne de code. Et PHP va modifier automatiquement le tableau d'opcode dans le process courant et il va mettre un truc en disant « Ça y est, ce truc-là, je l'ai exécuté une fois, je connais le résultat, il n'y a pas d'autre fonction substr ailleurs, donc c'est bien la fonction du root namespace, terminé, ça devient un appel à substr. » D'accord? Donc il fait une fois la résolution des namespaces et ensuite dans la boucle, c'est pareil. Donc une fois versus 1 million, vous verrez que vous n'arriverez pas à le mesurer. OK. Maintenant, PHP, toute cette phase d'analyse, c'est lent. PHP 7, c'est lent à interpréter un script. C'est particulièrement lent et particulièrement critique quand vous êtes en mode ligne de commande. Parce qu'en ligne de commande, il n'y a pas de mémoire partagée, donc en ligne de commande, il n'y a pas OP-cache. Donc en ligne de commande, tout ce que je vous ai raconté, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut réexécuter les scripts à chaque fois. Sur le container, on a retrouvé des situations où des gens nous ont dit « J'ai un conteneur, celui qui est tout à gauche, qui fait 10 000 services, multiplié par le nombre de lignes, qui est énorme. Il fait plusieurs mégaoctets de code. Et ce code-là, dans ligne de commande, il faut le parser à chaque fois. Et le conteneur en a besoin à chaque fois. Donc ce gars-là, enfin sur cette issue à laquelle je pense, il y a un gars, Sacha, qui nous a dit, moi, le conteneur, il a grossi en PHP, en Symfony 3.4, il a tellement grossi que moi, quand je lance mes commandes, j'attends juste 150 millisecondes avant même de pouvoir faire même la plus simple des commandes. Parce que PHP parse ce truc-là. Et donc, pour ce qu'on a fait, c'est que au lieu de demander à PHP de parser un énorme fichier, on a découpé le fichier, le gros fichier qui est le conteneur, en plein de petits fichiers, autant de fichiers qu'il y a de méthodes, qu'il y avait de méthodes et qu'il y avait de services en réalité dans notre conteneur. Donc maintenant, on a plein de petits fichiers. Et ce qui se passe quand il lance ses commandes, le gars, Sacha, c'est que maintenant, évidemment, sa commande, elle n'a pas besoin de tous les services. Donc, elle va charger que les fichiers. Je parle bien de charger les fichiers, je ne parle pas d'exécuter le code. Hein. Elle va charger que les fichiers qui sont ceux des services qu'il utilise pour la commande en question. Donc, par exemple, les 4 qui sont là, avec chacune des zones étant un petit fichier. Si on fait ça, on mesure des choses. On mesure ça. Ça, c'est ce que Sacha a vu. Sacha, il a vu que son script, il passait de 129 millisecondes, pour lancer une commande, à 15 millisecondes. Et les 15 millisecondes, c'est vraiment ce qu'il fait. C'est vraiment son job. Et les autres, les 110 millisecondes, 114 millisecondes, bah, c'était le PHP qui parsait cet énorme fichier pour rien. Si vous regardez la mémoire, ça prend 16 mégas avant, et ça en prend moins d'un après. Donc ça veut dire que la compilation, ça consomme beaucoup de mémoire. Évidemment, si on le fait une seule fois avec OP-cache, on s'en fiche. Si on le fait à chaque fois dans une commande qui tourne en boucle, ça va ralentir les choses. On a aussi fait une mesure du gain éventuel de performance maintenant en mode OP-cache activé, donc dans un PHP FPM, tout ce qui va bien. Et ce qu'on a mesuré, c'est ça. On a mesuré qu'on allait 1% plus vite. On a mesuré qu'on avait plus d'IO, mais en fait, on n'en avait quasiment pas, donc plus 70% sur pas grand-chose, ça reste pas grand-chose. Qu'on avait diminué la consommation CPU et qu'on avait diminué aussi la consommation mémoire. Là, le cache, il est chaud. D'accord? On n'est pas en train de parser. Maintenant, on est à l'exécution, on a un cache chaud. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que, déjà, PHP est très, très, très rapide à charger le tableau d'opcode, même pour un énorme fichier. Parce que quand on en charge beaucoup moins, ça fait quasiment pas de différence. 1%, c'est limite non mesurable avec voilà, les systèmes d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on apprend que charger des opcodes, ça va très 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 vite. On apprend que charger des opcodes, on arrive quand même à mesurer quelque chose. Donc ça prend du temps de charger une classe gigantesque
même sans l'utiliser. Et on apprend aussi que ça consomme de la mémoire. Une classe, donc le tableau d'opcode qui décrit la classe, ça prend du temps à transférer en mémoire. Et on apprend aussi, parce que évidemment, quand on dit on a créé plein de petits fichiers, ça veut dire qu'on a des requires maintenant. Avant, il n'y avait pas de require, ou il n'y en avait qu'un, et maintenant, il y en a autant que de services. On apprend que même faire des requires, ça nous permet d'aller plus vite que de charger cette énorme classe. C'est le moins important. Donc, on apprend que require est vraiment aussi très, très, très rapide. Il n'y a pas d'accès au file system. C'est ça. Vous dites require, j'accède au fichier, je vérifie des trucs sur le fichier avant de le charger, est-ce qu'il a changé, nan. Pas du tout. OPCache, il est bien plus malin que ça. OPCache, il dit require, je connais la string, voilà le résultat, terminé, c'est 2 checks dans des hashmaps. Ça va super vite. OK. Je vous ai parlé des chaînes de caractères et des tableaux. Il faut savoir que ces trucs-là, ils restent en mémoire partagée. Qui dit mémoire partagée? Donc vous avez ces tableaux qui sont des définitions, on les met en mémoire, une fois pour toutes, pour tous les process. Il reste en mémoire partagée. En mémoire partagée, ça veut dire que si vous modifiez le tableau, il ne faut pas modifier le tableau, évidemment, pour les petits copains. Donc PHP, il a un mécanisme pour ça. En pratique, on va utiliser la stratégie de mise en mémoire cache sur, par exemple, Composer. Ça, c'est une pull request où on a des tables de fichiers pour Composer. C'est là qu'il sait où il stocke ses petits. C'est la version d'avant, c'est la version d'après. Avant de s'intéresser à cette optimisation, Composer générait le code d'en haut. Le code d'en haut, il crée un tableau. Dans ce tableau-là, il y a des valeurs et les valeurs sont dynamiques. Il y a une variable dedans. Et la chaîne de caractères, elle est aussi dynamique. Il y a un bout qui n'est pas dynamique et il y a un bout qui est dynamique. Et le résultat, c'est une chaîne que PHP ne connaît pas à la compilation. En faisant une optimisation et en générant du code différent, celui d'en bas, on bénéficie de 2 avantages. On concatène les chaînes, vous voyez le underscore dir, point, nanana, ça, c'est concaténé à la compilation. Le résultat, il rentre très bien en mémoire partagée. La chaîne de caractères, on l'utilise directement telle qu'elle, sans la transformer, pas de concaténation, pas de quoi que ce soit. On met tout ça dans un tableau, et donc le tableau, lui aussi, il peut aller en mémoire partagée. D'accord? Et donc en faisant ça, on bénéficie et on va pouvoir utiliser tous les avantages de performance que ce que je vous ai raconté nous permet d'obtenir. Sur Composer, à l'époque, on mesurait 11% d'amélioration de performance sur l'autoloader. Voilà, donc c'est cool, ça fait que Composer va un peu plus vite. Donc on va un peu plus vite à charger les classes. Merci. Je vous ai dit, le tableau il est en mémoire partagée, mais évidemment, quand on est en mémoire partagée, on ne peut pas modifier la valeur, parce que sinon, tous les process concurrents, ils vont avoir un problème. C'est là qu'intervient un mécanisme qui est le mécanisme du copy and write. Et le copy and write, ça consiste à ne modifier les valeurs, ou plutôt à ne copier les valeurs, à ne copier les tableaux, que lorsqu'ils sont modifiés. Si vous avez un tableau en mémoire partagée et que vous changez n'importe quoi dans le tableau, PHP il fait attends, je prends tout le tableau, je le mets dans la mémoire locale du process, et maintenant on va pouvoir modifier des trucs. Ça prend du temps de prendre un tableau et de le mettre en mémoire locale du process. Mais c'est nécessaire, évidemment. On ne va pas modifier la mémoire partagée. Il faut savoir ça. Ça marche pour les tableaux, c'est mon exemple d'en bas, ça marche aussi pour les chaînes de caractères. Donc si vous avez une chaîne de caractères ABC, elle est en mémoire partagée, vous la concaténez avec un autre truc, le ABC il est copié en mémoire locale, on le concatène avec DEF, on obtient notre variable B, et ça va aussi marcher le copy and write avec les variables locales. C'est-à-dire que si maintenant on crée une référence à B, si on dit $C égale $B uniquement ça, alors ça pointe sur la même chaîne de caractères, et dès qu'on va modifier soit B, soit C, alors on va de nouveau dupliquer la string, et donc on l'aura 2 fois pour ensuite permettre sa modification. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser à notre avantage, et vous avez vu comment on va le faire, mais c'est aussi un showstrap. C'est un showstrap parce qu'il est facile de ne pas faire attention et de modifier un tableau qui est en mémoire partagée, et dès qu'on l'a modifié, il est plus en mémoire partagée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le code de Symfony. Je vous en ai trouvé 3 endroits. Le premier endroit, c'est dans une base de compilation. D'ailleurs, c'est la même que tout à l'heure. Ce qu'on fait, vous voyez, on a un petit tableau, array, on a clé valeur. La valeur, on la processe. Et là, il y a un truc, si vous raisonnez d'un point de vue purement logique, ça ne sert à rien. Vous dites, si la valeur a changé, alors je la mets dans array de qui. C'est fonctionnellement strictement équivalent à virer le if. Si vous virez le if, vous avez le même résultat. D'accord? Parce que si la valeur n'a pas changé, vous remettez à la même valeur, donc vous avez le même résultat. Et si la valeur a changé, vous avez mis la valeur qui a changé, mais ça, c'est ce que le if va faire. Pourquoi est-ce que ça a un avantage? L'avantage, c'est que notre tableau, tout en haut, peut-être qu'il pointe encore sur la mémoire partagée. Et tant qu'on ne lui a rien affecté, il est toujours là. Il est toujours en mode
Je suis en mémoire partagée. Dès qu'on fait une affectation, hop, PHP, il prend tout le tableau et le mémoire local, même si c'est pour mettre la même valeur. Et ensuite, il travaille le truc. Et ça permet, on observe des gains d'amélioration de consommation mémoire en faisant ce genre de check. Je vous invite, enfin voilà, c'est des choses, voilà, réfléchissez en le faisant, vérifiez que ça sert à quelque chose. L'autre exemple, c'est Composer. Composer, il a une classe map, la classe map qui sait où sont les classes. Et dans la classe map, Composer stockait aussi les miss. C'est-à-dire que si vous faites un class existe sur un truc, Composer est appelé et la réponse c'est non, la classe elle n'existe pas. Ce que faisait Composer, c'est qu'il mettait ça. Il mettait class map de classe égale false. Et ça, c'était le petit marqueur pour dire, elle n'existe pas. Sauf que class map, c'est aussi un énorme tableau qui est celui de toutes les classes qui existent dans votre fichier, dans votre application, et qui est en mémoire partagée. Donc ce que je vous ai raconté au coup d'avant ne marche que si on ne fait pas ça. Dès que vous avez un miss, avant de faire cette pull request, dès que vous aviez un miss, le gros tableau en mémoire partagée de Composer était dupliqué et donc on perdait le bénéfice de performance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on utilise un autre tableau, qui est le tableau des classes qui ne sont pas là. Et comme ça, le tableau des classes qui sont là, lui, il ne change pas. Et donc, on pointe toujours sur la mémoire partagée. Je ne vais pas vous parler de l'exemple suivant. C'est trop long à expliquer. Qu'est-ce qui peut être lent aussi? Ce qui peut être lent, c'est l'autoloader. Donc, si vous pouvez remplacer l'autoloader par un simple require, bah, vous pouvez observer un gain de performance. Là, c'est un gain de performance qu'on a obtenu. Ça n'est pas lié à ce que je vous raconte, c'est juste un petit truc. Mettez-vous-le en tête. Il y a une optimisation qui permet de gagner 1% de performance, qui consiste à bypasser, enfin 1, 2, 6, 5, pas beaucoup, qui permet de bypasser l'autoloader avec le container, que vous activez en faisant container dumper inline class loader, qui est un paramètre Symfony, et vous le passez à true. Il y a un truc qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'en fait, vous pouvez gagner 50% de performance en dev. Parce qu'en faisant ça, vous bypassez l'autoloader, et il se trouve que dans Symfony, dans l'autoloader, on lui fait faire plein de choses en dev qu'on ne fait plus quand on n'appelle pas l'autoloader. Donc, petite astuce, vous serez vachement plus confortable à ne pas faire ça. Quoi d'autre qui peut être lent? Le garbage collector. Le garbage collector, c'est le mécanisme de PHP c'est le ramasse-miettes, qui va libérer la mémoire des objets qui sont compliqués à libérer en mémoire parce qu'ils se référencent les uns les autres et donc on ne sait pas trop si rapidement, en tout cas on n'a pas d'algo pour décider s'ils sont plus utilisés ou pas. Le garbage collector, il est déclenché par PHP à chaque fois qu'on dépasse la limite de 10 000 objets en mémoire. Toujours. Donc si vous avez un script qui crée des objets, hop, à 10 000, il se déclenche tout seul. Et ensuite, pouf, ça redescend. Et puis ensuite, vous êtes peut-être dans une situation où vous recréez des objets et pouf, à 10 000, et il fait ça. Et il aussi. Et le garbage collector, c'est lent. Donc si vous arrivez à optimiser, si vous obtenez cette situation, vous pouvez le voir avec des profilers, peut-être qu'il va falloir soit désactiver le garbage collector, soit vous arranger pour créer moins d'objets. Dans Symfony et dans Composer, on a des optimisations de performance qui consistent justement à éviter d'appeler le garbage collector. Il y a un autre petit truc, c'est GCMM Caches, qui est un cache utilisé en PHP 7 de laziness, qui consiste à garder des bouts de chaîne de caractères qui vont prendre du temps à libérer, même si on sait qu'on peut les libérer, celle-ci. Et donc celle-ci, PHP 7, bah, il faut lui demander parce qu'il est paresseux. C'est les stratégies de laziness dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est paresseux, il ne nettoie pas derrière lui, pas toujours. Et donc, en appelant cette fonction, on peut lui dire « si, tu vas passer le balai ». Bonne nouvelle, il y a un mois, en PHP 7.3, il y a eu une amélioration de Dimitri Stogov qui change la façon dont fonctionne le garbage collector, qui fait que normalement, ce genre de sujet ne devrait plus... Enfin, je pourrais virer ce slide dans quelques années. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça devrait marcher beaucoup mieux. Alors, quelques autres petits trucs. Je pense que je suis au bout de ma conf, mais quelques autres petits trucs. L'opérateur de coalescing, point d'interrogation, c'est plus rapide que de faire un isset et un opérateur ternaire, même si c'est la même chose. Il y a des chaînes il paraît, je ne l'utilise pas, que c'est plus rapide en PHP 7 de faire de l'interpolation de string que de la concaténation. Même si on comprend que ça veut dire la même chose, ce n'est pas compilé de la même façon. Les tableaux en mémoire qui contiennent des clés numériques qui sont dans un ordre croissant sont plus optimisés que tous les autres, sont très optimisés et prennent pas beaucoup de temps. Il faut que je m'arrête. Et dernier petit truc choquant, c'est que vous pouvez gagner de la performance en dégageant les constantes dans les appels de fonctions, en particulier les valeurs par défaut. Ne faites pas ça chez vous. Parce que les constantes, c'est bien, ça permet de comprendre. Mais dans Symfony et dans Twig, on a gagné de la performance de façon significative en virant certaines constantes. Voilà, j'accélère un tout petit peu.
Il y a des trucs qui n'existaient avant, qui n'existent plus. Il y a des gens qui travaillent pour que PHP soit plus rapide dans les versions suivantes. Résultat, Symfony est premier sur PHP Benchmark. Je ne sais pas si Steven est dans le coin. Voilà. Grâce à toi, on a maintenant un bench multi-framework et on voit que Symfony, sur plein de versions, il est vraiment en tête, en consommation mémoire en tout, et Symfony 4, il est vraiment au top, grâce à tout ce genre de petites choses. Autre exemple, un benchmark, un micro-benchmark sur les conteneurs d'injection de dépendance, Symfony est toujours le premier, même si c'est aussi le plus riche fonctionnellement. C'est top. Et autre chose, il y a des performances encore plus, enfin des benchmarks encore plus larges, multi-technologies très larges. Et là, on voit encore qu'on a Symfony qui est largement dans le peloton de tête devant Silex. Voilà. Conclusion, PHP 7, c'est super bien. Dans le code source, il y a plein de choses intéressantes. Et les articles de blog permettent de, on va dire, vulgariser tout ça. Ne faites ce genre de choses que quand il y en a besoin, que quand il y a du code qui est exécuté très souvent. Et surtout, mesurez toutes les intuitions de performance que vous pourrez avoir. C'est fondamental. Sinon, vous prendrez des mauvaises décisions. Merci. Je suis pas sûr qu'on ait le temps pour les questions, du coup, je vais tout de suite passer... Si, une question? Ok, une question. Sur la slide, sur les require, il y a un truc que je n'avais pas compris parce qu'on a plus d'IO, mais tu dis, require, il sait déjà, ok, c'est tel... Pourquoi on a plus d'IO du coup? Je sais pas. D'accord. Mais ce que je sais, c'est que quand on a plus 70% sur l'IO, ça veut forcément dire que l'IO c'était epsilon. Donc je pense que j'aurais peut-être fait un refresh et j'aurais peut-être eu un nombre différent. Ok. Merci. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question pour les scripts qui sont lancés en ligne de commande. On n'a aucune solution pour optimiser le cache. Je veux dire, s'il n'y a pas une équivalence OP cache pour, par exemple, des commandes Symfony qu'on lance en ligne de commande, pour optimiser ça comme vous l'avez présenté. Ouais, il y a deux idées. Enfin non, il y en a une en fait. Il est possible, j'ai jamais essayé, de stocker les opcodes dans des fichiers. Donc il y a une option dans les paramètres ini, il y a une option qui dit à OPCache de compiler les fichiers, de générer les opcodes et de les mettre dans un fichier à côté du fichier PHP ou dans un dossier, voilà. Et donc ça, j'ai jamais joué avec, mais ça pourrait permettre d'avoir OPCache et d'éviter la phase de compilation à l'exécution. Voilà. Maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment ce problème-là, donc il n'y a personne qui a vraiment investigué. Mais il paraît que ça marche. Ok, merci. Donc, je passe le relais. Si vous avez des questions, je suis là toute la journée. Merci encore.